He is here. Let's all please give him a standing ovation as we welcome to the microphone the one and only Professor Maurice Doctor. Thank you very much. Thank you so very much. What an afternoon. I've heard a burning cry from our shining singer. And I think something has to be done. She was mourning our mothers, our sisters, our wives, our brothers. She was mourning our parents, died in the northwest and southwest, died in the far north, and those who are killed in hospitals, and we didn't have any explanation on what happened. But I think when I look at you, I can see that my people has rised. And that is moving towards its glory. The time has come. Our time has come. And no one will stop. No one will stop. We started this journey to see Cameroonians, all Cameroonians, irrespective of their regions of origin, irrespective of their religions, of their beliefs. And I say this because I would like to clarify an issue at the very beginning of my speech. I clearly said in Toronto yesterday, expressed my willingness to meet with some of my compatriots English speaking. They were presented to me, not physically, but their message was conveyed to me as from the Amazonians. I have no problem to use this word, although everybody knows my opinion about separatism. But they are my brothers and sisters, they are my compatriots. I was ready to meet with them. I only said that I would not like to meet them with the flag of Ambazonia. I would not like to meet them with caps and other attire, other indication of Ambazonia. Because my commitment is to the whole Cameroon. I want to maintain, to keep all parts of Cameroon together. Don't get me wrong. I will fight for them. But I would like to have them on board. They are
Cameroonians, they are not begging to any position in Cameroon. They deserve to have any position they would like to have. So, yes, I get you properly, but what I would like to say is that we have to rebuild our country. It is our country. And it is not because we have a poor leadership. We can have a profound disagreement with the current governance in Cameroon. But we shall not throw out the baby with the water. I'm here today, first of all, to express to you, to extend to you my heartfelt congratulations and gratitude for what you have been able to achieve, not only during the electoral campaign for the 2018 presidential election, but during our detention. It is thanks to you, to your work, thanks to Cameroonians mobilized throughout the country and throughout continents, that we are free today, that I can stand before you. And for that, we owe you for this. But as I'm speaking to you, I don't feel free at all. Because we still have many of our compatriots detained in prisons in Cameroon for their political opinions, including the first vice president of the Cameroon Renaissance Movement, Mamadou Yakuba Mota. It is an authentic hero of freedom and democracy in Cameroon. He was brutalized, severely tortured. I would like to also acknowledge here my fellow compatriots who were involved in the civil war ongoing in the Northwest and Southwest. I'm talking of Ayub Tabe Sisiku and his colleagues. I used to say that we can disagree, but we shall never use justice to try to resolve political issues. We have a very clear proposal to resolve the war, or to stop the war and resolve the so-called Anglophone crisis. The first point is to release all the political prisoners, all the political prisoners, all those who are detained because they were involved in that crisis. Release all of them, including Ayub Tabe Sisiku, who is sentenced to life. He himself and his colleagues. Give them a chance to go back to see their families, to recover, to discuss among themselves, to put their minds together to adopt probably their own position for the coming dialogue. Because we have to dialogue. Give them a chance to go to their villages, what remains from their villages or of their villages. Release all the political prisoners. Second point, negotiate a ceasefire with the armed groups. Not for the Cameroonian army to lay down its arms or to drop its arms, but for the armed groups to drop their arms in a secure environment. And for that, we need to withdraw from the Northwest and Southwest, the military. Leave policemen and gendarmes assure the security there. The third point is
to set up an emergency plan. Not just to bring food to people there, but to rebuild homes. Because when you ask people to go back homes, to pull out from the forest and go back homes, where do they go? 400 or more villages have been burned down to ashes. Where would they go? And the fourth point is convey an inclusive dialogue. Meaning that a dialogue which involves all the stakeholders, including the representative of the armed groups, those from the diaspora. Because if you pick and choose your own, the people with whom you would like to dialogue, then you probably will achieve a solution, but that will not be respected by everyone, by all the stakeholders. That's why we insist on the fact that all the stakeholders should be around the table. To do what? To discuss basically the fall of the state. We need to reform Cameroon deeply. It is quite clear, it is obvious today that the centralized state is not an answer to the ongoing crisis, multifaceted crisis in Cameroon. That's why we need to reform the state. And my own stand is very clear. It's federalism. It's federalism. Sometimes some people did not get me properly. Sometimes, you know, I just said, okay, probably we can have more than 2 state federalism. But it is just a suggestion. Because basically, the number of the states will be decided during the dialogue. It is for the dialogue to decide at the end of the day the content of the power we should transfer to the component of the federal state. So that's why a genuine dialogue is priceless to settle the matter. And I'm hopeful that by saying so, I will put an end to some misunderstanding going on our own position. I hope I was clear enough for everybody to listen to understand that I am in favor of federalism, and the number of the state will be decided by the dialogue, inclusive dialogue. Maintenant que j'ai dit cela, je crois qu'il est important aussi que j'attire votre attention sur la situation qui prévaut à l'heure actuelle dans notre pays. C'est une situation inacceptable. C'est une situation insoutenable. Inacceptable parce qu'au moment où nous parlons, on continue à tuer des Camerounais dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et pour moi, c'est un crève-cœur, comme on dit en français. C'est quelque chose d'insoutenable. C'est pénible parce qu'on n'aurait jamais dû en arriver là. Et maintenant qu'on en est arrivé là, pourquoi peut-on continuer à laisser que des Camerounais tirent sur des Camerounais? Que des jeunes soldats recrutés à l'âge de 25 ans, qui parfois viennent de se marier, sont obligés de laisser des veuves derrière eux, ou des orphelins. Que des populations innocentes des régions du nord-ouest et du sud-ouest sont prises entre deux feux, celles des forces armées camerounaises et celles des groupes armés. Que des membres de ces groupes armés sont obligés de donner leur vie pour une cause que l'on aurait pu régler autrement. Tout cela est insoutenable. Quand on est dirigeant d'un pays, on doit être à l'écoute du pays et apporter des solutions idoines aux problèmes du pays. J'avais pris l'engagement que si nous
faisiez l'honneur, si les Camerounais me faisaient l'honneur de me porter à la tête de notre pays, et ils l'ont fait, vous l'avez fait. Mon premier déplacement, mon tout premier déplacement aurait été dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pour porter un message de paix, de fraternité, pour rassurer mon peuple que je suis à côté d'eux et que je ne peux pas accepter que l'on transforme ces régions en des rivières de larmes et de sang. Ça suffit et nous ne pouvons pas continuer. Je suis obligé de vous le dire, venir vous le dire à Washington parce que je ne peux pas le dire ouvertement sur la place publique à Yaoundé, mon propre pays, parce que les manifestations publiques sont impossibles. Il vient un moment où on doit mettre un terme à tout cela. Le Cameroun n'appartient pas à un poignet d'individus qui décident ce qu'ils veulent quand ils veulent, sans tenir compte de la vie des autres. J'ai dit que ce qui se passait dans le nord-ouest et le sud-ouest ne peut pas continuer. Mais nous ne devons pas continuer à bavarder en l'air. Il est temps que nous explorions toutes les voies possibles du dialogue. Si le gouvernement de Yaoundé n'est pas prêt à faire un dialogue inclusif, les Camerounais eux-mêmes doivent envisager la possibilité d'organiser ce dialogue sans eux. Parce que si nous arrivons à une solution, si nous organisons ce dialogue et que nous arrivons avec à une solution avec les acteurs, ceux qui contrôlent le terrain, ceux qui effectivement se battent, et je les comprends parce que ce sont des frustrations auxquelles on n'a pas apporté de réponse idoine qui ont amené l'esclavage jusque là où nous sommes aujourd'hui. Je ne partage peut-être pas les objectifs de ceux qui veulent quitter l'État du Cameroun. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne doit pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Si des Camerounais ont commis des erreurs, ça ne doit pas déterminer le sort de tout le Cameroun. Je dis donc que si nous parvenons à une solution, à l'issue d'une concertation, une solution à laquelle adhèrent les principaux acteurs sur le terrain, nous sommes en mesure de l'imposer au Cameroun. Nous sommes en mesure de l'imposer au Cameroun parce que nos populations demandent simplement à ce qu'on leur propose des solutions qui ramènent la paix dans notre pays. Je suis persuadé que si nous arrivons à une solution ainsi obtenue, aussi bien les francophones que les anglophones pourront accompagner la mise en œuvre. Je voudrais donc que nous y réfléchissions. Que notre sort ne soit plus simplement entre les mains des gens qui ont les oreilles bouchées. Je pense que nous ne pouvons pas abandonner notre sort à ceux qui définitivement ne sont plus là pour les populations camerounaises, mais uniquement pour eux-mêmes. Il est temps que nous réfléchissions à l'avenir de notre pays. Le Cameroun est un pays exceptionnel. Il est un pays exceptionnel parce que la géographie et l'histoire ont voulu que ce soit un pays exceptionnel. C'est un carrefour de tous les courants migratoires. Donc, les gens sont partis de l'Égypte ou du Sud, de l'Égypte, du Soudan, pour finir au Cameroun. Ils sont partis du Fouta Djallon pour arriver au Cameroun. Ils ont remonté de l'Afrique du Sud, y compris du Congo, et ont atterri au Cameroun. C'est ça qui fait l'extraordinaire diversité et la richesse incomparable de ce pays. Nous ne devons laisser personne. Nous ne devons pas laisser les gens qui n'ont rien à offrir au Cameroun détruire cette exception africaine. Par le tribalisme, en insinuant entre nous le venin de la division, en essayant d'opposer les francophones aux anglophones. J'ai coutume de dire, si le petit peuple, comme on l'appelle, a compris mon message sur le tribalisme depuis des décennies, et encore plus devant le Conseil constitutionnel, quand j'ai dit que j'aime les Camerounais au point où lorsque j'arrive dans une communauté, je dis, mais est-ce qu'on passe le concours pour devenir membre de cette communauté? Si on passe le concours, dis-moi ce concours-là, je vais le passer. Si les populations ont compris, si
les petites populations ont compris. Et qu'un ministre du gouvernement dit qu'il n'a pas compris, nous devons être inquiets sur la qualité des ministres. Il est temps que nous nous mettions ensemble. Je vois très clairement là où nous allons. Je vois très clairement là où nous allons. Ce sont pas des faits, ce n'est pas la ligne d'horizon que tout le monde voit. Mais je vois parce que c'est ce que je vois qui me met debout. Et je voudrais que vous partagiez avec moi cette foi dans l'avenir du Cameroun. Je voudrais que vous sachiez que, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je ne vous trahirai jamais. Je n'ai pas fait, nous n'avons pas créé le mouvement pour la renaissance du Cameroun pour donner quelques postes à des camarades. Bien que l'aspiration à servir son pays comme maire, comme conseiller municipal, comme député est légitime. Mais il est des moments où l'on doit effectivement prendre la décision qui s'impose dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt de son peuple. Et alors, nous nous sommes posé la question à l'approche de des élections couplées, qui ont lieu aujourd'hui, puisque nous sommes dimanche, du 9 février. Quelle est la meilleure décision possible à prendre face à cette situation? Et la réponse du Conseil national, du MRC, qui est l'instance la plus élevée entre deux conventions, a été de dire ne pas participer à ces élections. Parce que nous ne pouvons pas dire que la guerre fait des ravages au Nozo, que le sang coule chaque jour au Nozo, et donner l'impression aux populations du Nozo que nous les avons oubliés pour courir aux élections. Car nous savons tous, sauf peut-être pour ceux qui ne savent pas, ou bien qui se ferment les yeux sur ce qui se passe dans ces régions, que les populations de ces régions n'ont pas la possibilité de participer aux élections. C'est une zone en guerre, c'est une zone militarisée. Comment peut-on dire qu'on organise des élections dans une zone de guerre? Donc, le message que l'on a donné à ces populations en maintenant ces élections, c'est qu'ils ne sont pas des Camerounais. Or, j'ai toujours dit que je ne cautionnerai pas la partition du Cameroun, même pas celle que veut organiser le régime en place. Ça, c'est le premier motif. Le deuxième motif, c'est que depuis 2013, nous avons dit que le code électoral actuellement en vigueur au Cameroun n'est pas bon. Il rend possible les fraudes électorales massives. Et nous sommes allés aux élections de 2013. À l'issue de cela, nous avons fait une proposition de modification du code électoral au gouvernement. Depuis la présidence jusqu'à toutes les instances impliquées dans l'organisation des élections. Et les Camerounais, bien entendu. Nous n'avons même jamais eu de réponse. En 2018, nous étions devant un choix, aller à l'élection présidentielle ou non. Nous avons pris la décision d'y aller pour deux raisons. La première, c'est qu'entre 2013 et 2018, nous avions travaillé le terrain. Nous avions quadrillé le terrain. Le parti qui gouverne au Cameroun s'est toujours pavané et baladé seul, parce qu'il n'avait pas en face de lui des partis politiques implantés sur la forme du territoire. Et le jour, écoutez-moi bien, le jour où nous avons envoyé à Elétam la liste de nos représentants dans tous les bureaux de vote, sauf au nord-ouest et au sud-ouest, parce qu'il y avait la guerre, dans toutes les autres 8 régions du Cameroun, nous avons envoyé la liste de nos représentants dans tous les bureaux de vote. Je crois que dès cet instant-là, ils ont vu le danger. Et c'est pour cela qu'ils ont chassé nos représentants des bureaux de vote, ils ont payé la maison. Malgré tout cela, les Camerounais nous ont fait confiance, ils nous ont donné la victoire. Mais le même code électoral avait un piège ultime, le fameux Conseil constitutionnel. Et vous avez vu, nous avons démontré devant le Conseil constitutionnel que sur les 58 procès-verbaux, départementaux que l'on cumule pour donner les résultats, 32 étaient de faux PV. 32 sur 58, correspondant à environ 1 800 000 voix.
sur un total de 3,5 millions d'électeurs. Vous-même, vous pouvez faire là. Comment peut-on dire, parenthèse, qu'on va aller aux élections au Nozo, alors qu'en 2018, la tension n'était pas aussi élevée qu'aujourd'hui. Le gouvernement lui-même a dit que le taux de participation aux élections au nord-ouest était de 5%. 5%. Et dans le sud-ouest, environ 14%, gonflé. Et alors que la guerre fait rage là-bas, on va vous sortir. Attendez le soir ou dans 2 jours. Vous allez entendre le taux de participation. Donc voilà la vérité. La deuxième raison, on disait, c'était que le code électoral était mauvais. Or, en dépit de tout cela, nous avons gagné les élections. Et vous avez vu que le Conseil constitutionnel en a décidé autrement. Autrement dit, au Cameroun, vous pouvez gagner des élections dans les urnes, mais ne pas être le vainqueur. Nous avons donc dit, nous ne pouvons pas aller aux élections de 2020 parce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Voilà les 2 raisons pour lesquelles nous n'avons pas pris part aux élections. Mais comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, notre refus d'aller aux élections a créé plus de colère dans les rangs de ceux qui sont au pouvoir, qui ne veulent être contents d'avoir tous les sièges que dans nos propres rangs. Alors moi je me demande, je crois qu'il est important que vous compreniez cela. Pour bien comprendre, pour bien voir le sens de notre lutte et le chemin qui nous reste à parcourir. Nous avons choisi le changement par les urnes, dans la paix. On nous le reproche. Mais je pose toujours la question à ceux qui nous reprochent d'avoir opté pour le changement dans la paix. Qu'est-ce que vous proposez? Si vous proposez la logique insurrectionnelle, montrez-nous. Depuis 7 ans que nous avons créé le MRC, j'entends toujours la logique insurrectionnelle, mais je ne la vois pas. Alors moi, je ne vends pas le vent aux Camerounais. Je ne vends pas une marchandise que je n'ai pas. Je ne peux pas leur proposer une voie que je ne peux pas assumer. Parce que je n'ai pas d'armes, je n'ai pas de milice, je n'ai pas d'armée. Je ne peux donc pas affronter l'armée sans avoir... Je leur propose une voie qui est certes difficile, une voie qui est une voie de responsabilité, mais c'est une voie de responsabilité individuelle. Parce que c'est chacun de nous, en allant s'inscrire sur les listes électorales, en allant voter, en allant contrôler le vote, vous qui êtes ici en donnant le message, parce que vous êtes des prescripteurs d'opinion, à partir du moment où vous envoyez de l'argent, vous avez une influence. Si nous procédons de cette façon-là, la victoire sera certaine au bout du processus électoral. N'en doutez point. Ils peuvent courir et dire que oui, ils ont fait les élections. Le MRC n'a pas pris part, donc le MRC est éliminé de la scène politique. Mais ça me fait rire. Parce que si la non-participation aux élections et le fait qu'on n'a pas de députés à l'Assemblée nationale ou de conseillers municipaux était la mort d'un parti politique, alors je me demande, où sont les 300 autres partis politiques? La solution, c'est dans le travail. Nous devons continuer à travailler sur le terrain, à sensibiliser les Camerounais, surtout à nous organiser. À nous organiser. Et à éviter d'aller aux échéances à venir, parce qu'elles vont venir, ces échéances. À aller aux échéances à venir en amateur, en dilettante. Il faut être organisé, il faut savoir que c'est une vraie bataille politique. C'est une bataille politique. Quelquefois on me demande, oui mais qu'est-ce que vous allez faire après le 9 février? Je leur dis, est-ce que la vie s'arrête le 9 février? Nous avons pris la meilleure décision de ne pas aller aux élections. Nous allons travailler pour la suite, pour que la suite nous donne raison. Voilà, c'est ça. Il n'y aura pas de raccourci au Cameroun
de succession, de gré à gré, de je ne sais pas quoi. On devra consulter le peuple camerounais pour qu'il désigne librement ses dirigeants. Nous n'accepterons pas qu'une nouvelle dictature s'installe pour les 50 prochaines années à venir. Ça, ce n'est pas possible. Et on va y travailler. Je voudrais dire ici à mes compatriotes anglophones que je leur tends la main. Je leur ouvre les bras pour que nous travaillions ensemble à trouver rapidement les moyens de mettre un terme aux souffrances de nos populations pour reconstruire notre pays. Ça dépend de nous et de personne d'autre. Et je sais que nous sommes suffisamment intelligents. Nous aimons suffisamment notre pays pour mettre nos esprits et nos cœurs ensemble pour trouver la meilleure solution. Ne nous laissons pas traîner dans des voies sans issue. Et je vous le dis, mes chers amis, une fois de plus, le tribalisme est une fumisterie. Chacun est né quelque part. Mais personne n'a choisi de naître là où il est né. Avant que tu n'ouvres les yeux, tu es déjà né. Et tu es né sur le côté. C'est normal. C'est normal d'avoir un attachement à ce quelque part. Mais ça ne doit pas être le facteur déterminant de ta propre vie. Sinon, tu ne serais pas aux États-Unis. Sinon, tu ne serais pas en Chine. Sinon, tu ne serais pas ailleurs. Cet attachement-là est un lien qui est tout à fait naturel et normal. Mais ça ne peut pas être le facteur qui détermine tes rapports à autrui. L'élément d'un complexe de supériorité ou d'infériorité. Je regarde en chacun de vous un être qui a droit à la dignité et qui a droit au respect. Droit à la dignité et droit au respect. Et cette dignité est due à tout être humain. Que personne ne nous trompe jamais. Quand je dis aux Camerounais, j'ai coutume de dire, j'aime les Camerounais. Ce n'est pas seulement un slogan politique. Ce n'est pas seulement un slogan politique. J'ai la chance d'être né dans un pays extraordinaire. J'ai la chance d'aimer un peuple qui me le rend bien. Pourquoi devrais-je me plaindre? C'est pour cela que je suis engagé dans ce combat avec vous jusqu'à la gare. Et il y en a qui, je ne sais quel, mais c'est pas si compliqué, retrouve mon numéro de téléphone WhatsApp. Et je reçois des messages, quand on ne t'aime pas, est-ce que je demande ton autorisation pour t'aimer? Les papas, les mamans, faut qu'on parle. C'est comme ça. Et pour servir un peuple, il faut l'aimer. Et je dis que si vous n'aimez pas les gens, ne vous engagez pas en politique. Il faut aimer les gens pour partager leurs souffrances. Quand j'ai cité à plusieurs reprises un papa, peut-être de mon âge, peut-être encore plus, que je croise sur la route de l'extrême nord, au niveau de Ouaza. Il avait plu. Je venais de Maroc. Il avait plu et j'avais vu avant lui un troupeau de bœufs traverser, buvant dans une flaque d'eau, dans un nid de poule sur la chaussée. Et lui, il est arrivé quelques 5 minutes après, il a ramassé la même flaque d'eau, il a bu. Et vous voulez que je dorme tranquillement et que je ronfle? C'est impossible. Je ne peux pas trouver son maître tant que je n'ai pas réglé son problème. De la même façon, nous ne pouvons pas, et là je lance un appel à ceux qui ont la responsabilité des affaires du pays aujourd'hui.
légitimement ou illégitimement, mais c'est eux qui ont la responsabilité des affaires. Je leur lance un appel pour qu'ils fassent quelque chose pour nos compatriotes qui sont victimes du Kodaro, on appelle soit virus. Et ce virus, je n'ai pas fait d'études de médecine, donc vous pardonnez de ne pas le tenir. Mais ce virus qui fait apparemment des victimes en Chine, et nous avons une colonie importante de Camerounais, et notamment d'étudiants, qui sont victimes de ce virus, de cette épidémie, et qui, pour l'instant, malheureusement, ne reçoivent aucune aide de notre pays. C'est une obligation juridique, c'est une obligation de droit international pour chaque gouvernement de protéger ses populations à l'étranger. C'est ce que l'on appelle la compétence personnelle. C'est-à-dire que votre citoyen, où qu'il soit, a le droit à votre protection. Nous avons donc l'obligation de recevoir ou de demander à notre gouvernement de protéger nos citoyens qui sont exposés à la mort loin de leur pays. Je voudrais terminer vous dire que lorsque je vous regarde cet amphithéâtre plein comme un œuf, loin de vos terres et de nos terres d'origine, je dis que quelque chose s'est passé au Cameroun. Et c'est quelque chose d'exceptionnel. Jamais avant dans l'histoire politique de notre pays, les Camerounais de l'étranger ne s'étaient appropriés à ce point le destin de leur pays. Vous ne devez pas vous asseoir tant que l'objectif final n'est pas atteint. Eux, ceux qui dirigent le Cameroun, voient en vous une menace, un danger. Moi, je vois en vous une opportunité exceptionnelle. C'est une richesse. Il ne s'agit même plus demain simplement de passer une législation sur la double nationalité. On va faire une loi sur la multiple nationalité. Là où vous êtes, toute l'expérience que vous avez acquise, tout le savoir que vous avez acquis, et vous êtes tellement désireux, vous Camerounais que je connais talentueux, d'apporter votre contribution, que vous apportiez cela pour que nous fassions du Cameroun un pays de référence, un pays phare sur notre continent. Je voudrais, pour terminer, dire que dans le même élan, on a un contrat de temps. Je voudrais sur ce point, dans la même veine, dire que notre vision de l'avenir est une vision panafricaniste. Le Cameroun doit être le point de départ de la construction de cette Afrique nouvelle. L'idéal serait que les 54 États africains s'assoient et adoptent une nouvelle constitution. Nous savons que c'est difficile pour diverses raisons politiques. Mais je crois que le panafricanisme doit commencer là où c'est possible. Si 2 États sont prêts, qu'ils commencent. Si 3 États sont prêts, qu'ils commencent. Et c'est ce que nous allons faire lorsque nous serons en capacité de gouverner en Afrique centrale. D'ores et déjà, je peux dire à tous les Africains, demain, tout Africain qui veut participer à cet élan nouveau, qui veut participer à la dynamique nouvelle, à la construction du Cameroun, sera le bienvenu au Cameroun. On va faciliter l'accès au Cameroun à tous les Africains. Mes chers amis, chers camarades, chers compatriotes, nous avons dépassé le temps qui nous était alloué. Je voudrais seulement vous dire que l'élan qui vous porte, que l'élan
porte et qui me porte ne tombe pas. Donnez par votre esprit, mais par votre organisation, la force à ceux qui sont au pays de mener le combat sur le terrain. La lutte de libération de notre pays a commencé, elle ne va s'arrêter qu'avec la victoire finale. Je vous remercie. Thank you.